BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. La saison des AG va commencer à côté des fameux critères ESG. L'autre sujet qui mobilise, c'est la rémunération des patrons. D'où cette question, est-ce judicieux en ce moment pour un grand dirigeant de s'augmenter? Si on regarde un débat d'opinion publique, on dira que la réponse est toujours non. Après, je précise que souvent on dit il s'est augmenté d'eux, c'est ce qu'on avait dit, je ne sais plus de qui. C'est pas lui qui s'augmente. Tout est dans un contrat de départ, il y a un comité de rémunération, il y a, quand on dit salaire des patrons, parce que c'est la bonne vieille expression habituelle, en fait c'est rémunération des patrons qui comprend la part fixe et la part variable. Il est prévu et logique que le variable augmente les bonnes années. C'est pour ça qu'on voit l'attribution de bonus ou l'attribution d'actions gratuites. Je rappelle qu'en 2020, les très mauvaises années, il y a certaines rémunérations de patrons qui ont baissé. Rémunération, je dis bien, attention, c'est pas salaire. Le fixe, il est fixe, comme pour tout salarié. Ça a été le cas chez Sodexo, ça a été le cas chez Accor, ça a été le cas chez Saint-Gobain, chez Plastic Omnium. Et puis alors, vous avez le problème le ressenti quand on voit les pourcentages de hausse. Vous faites une très mauvaise année, puis une très bonne, la part variable fait, je sais pas, plus 25%, alors que le salarié, lui, il a fait plus de 2,5%, on comprend pas. Mais c'est la part variable qui augmente considérablement en fonction des résultats. Le salarié, lui, il n'est pas augmenté de la même manière, il n'a pas la même part variable, mais par contre, il n'est pas exposé du tout au risque de l'entreprise, alors que quand même le mandataire social est quand même un peu exposé au risque des décisions qu'il prend. Bon, je sais très bien de toute façon que ce type d'arguments resteront totalement inaudibles. On peut dire que c'est de l'argent privé, que c'est prévu dans les contrats, que c'est validé par un comité de rémunération, que c'est validé par une assemblée générale, que c'est transparent. Aucun argument ne sera audible, mais j'explique juste comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, en 2020, pas mal d'entreprises avaient renoncé à verser des dividendes, par exemple, ou alors réduit les dividendes. Il y a une nouveauté de 2023, c'est que le code AFEP-MEDEF aussi appelle à, vous savez que c'est pas contraignant le code AFEP-MEDEF, mais appelle à ce que, une part de la rémunération variable, soit pas indexée, c'est pas le mot utilisé, mais dépende du respect des engagements de critères climatiques. On verra dans quelle mesure ça va être observé, respecté. Donc, mine de rien, 2022, c'est une année qui s'est avérée exceptionnelle pour les multinationales. Donc, le variable, comme vous nous l'avez expliqué, devrait grimper. Et pourtant, les actionnaires, parfois, ont d'ores et déjà prouvé qu'ils étaient plus regardants. C'est un deuxième point important. Le premier, c'est pas le patron qui s'augmente, et le deuxième, c'est pas à l'opinion de juger de l'histoire, c'est à l'Assemblée générale et aux actionnaires. Et s'ils constatent des situations abusives, c'est à eux de décider de dire non, simplement, de voter non. Et ces dernières années, on a vu pas mal d'AG qui ont retoqué des rémunérations. Et puis on a une particularité française, c'est la loi Sapin 2. La loi Sapin 2, contrairement à d'autres pays, comme par exemple les Pays-Bas, accorde un vote contraignant aux actionnaires, mais pas contraignant, mais contraignant, qui remet en cause la rémunération. Donc si le vote est négatif et comme il est contraignant, à ce moment-là, il faut complètement remettre sur le billot l'ensemble des éléments de rémunération du dirigeant qui a été retoqué par l'Assemblée générale, pour proposer une nouvelle photographie aux actionnaires. Il y a le vote, avant c'était ex ante, maintenant c'est ex post, depuis cette loi date de 2016. Et donc, la particularité, c'est que c'est contraignant, ce qui n'est pas le cas aux Pays-Bas. Je dirais pas que c'est la raison pour laquelle certaines multinationales aiment bien aller installer leur siège aux Pays-Bas, mais enfin, en l'occurrence, il y a eu des polémiques autour de la rémunération de M. Carlos Tavares chez Stellantis, mais comme elle est de droit des Néerlandais, la loi Sapin 2 ne s'appliquait pas. Et puis faites confiance chez nous à Proxinvest pour donner de la voix sur la rémunération des patrons. Ils sont très vigilants et quand même compétents, c'est vrai. En novembre 2022, ils avaient sorti, donc c'est cette agence de conseil de vote en AG, Proxinvest, ils avaient sorti une note en s'indignant quand même de la rémunération des dirigeants qui représentait 100 fois la rémunération moyenne de leurs salariés. C'était la première fois depuis 8 ans, on arrivait à 369 fois le SMIC. On aime bien exprimer la rémunération d'un patron en année-lumière de SMIC, c'est toujours très parlant. Les surfaces en terrain de foot. Voilà, donc Proxinvest sera là pour alimenter le débat et rester vigilant. C'est quand même un plaidoyer pour devenir actionnaire finalement, pour avoir sa voix au chapitre. Ah, ben on peut ouvrir un autre sujet. Bon, malgré tout, l'histoire bégaye, parce que la question du salaire des patrons, comme vous l'avez baptisé au début, ça reste un sujet éternel de polémique. Éternel, et vous connaissez ma position. Il n'y a aucune raison de remettre en cause les très hautes rémunérations des grands dirigeants français, mais je n'ai aucun argument pour rendre ça audible pour le salarié moyen, qui est au salaire moyen. Le salarié moyen, il est à 2200 € net par mois. Le salarié médian, il est à 1800 € net par mois. Vous lui mettrez tous les arguments que vous voulez pour justifier cette situation. Il ne l'admettra pas. Voilà. Et à la limite, je peux assez aisément le comprendre. Après, l'argument du salaire qui serait un élément d'attractivité absolument essentiel, parce que sinon, vous comprenez, il y a le mercato mondial des grands patrons, on va nous les piquer.
Objectivement, je trouve que l'argument tient pas. J'ai jamais assisté à un extraordinaire mercato des grands patrons qui iraient s'offrir aux plus offrants. C'est pas quelque chose qui est frappant dans le domaine de la direction des grands groupes. Après, un mandataire social, objectivement, je me dis, est-ce qu'il est meilleur ou moins bon parce qu'il a 1 million en plus ou 1 million en moins? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que à ces niveaux de rémunération, ça change grand-chose à sa capacité à faire tourner la boîte. D'ailleurs, je me suis toujours dit, et c'est ce que disait Jean-Baptiste Rudel un jour dans une interview, je crois, objectivement, quand vous êtes à un certain niveau de rémunération, donc en millions, hein, si on vous met 1 million de plus, en quoi votre vie est différente? Enfin, ou 1 million de moins d'ailleurs. Vraiment, vous voyez, qu'est-ce que ça change? Et puis, je suis convaincu que les actionnaires font davantage leur job. Il y aura des rejets de packages de rémunération. Ça s'est vu en 2016 avec Carlos Ghosn, en 2019 chez CGG Veritas, en 2022 chez Stellantis. Mais effectivement, le droit néerlandais a fait que le vote n'avait pas été contraignant. Donc, laissons les actionnaires faire leur boulot. Et devenons actionnaires. Ça, c'est une autre solution. Plutôt que de s'indigner de ce que touchent les actionnaires, faisons des fonds de pension. Exactement. Ce sera l'objet d'une autre chronique. Ouais, on a fait un très bon débat avec Jean-Marc Daniel et Fergan Harry sur les fonds de pension lundi, là. Nicolas Dose et la polémique du jour.